Donc on vient de comprendre pourquoi certains noyaux sont stables et pourquoi d'autres ne le sont pas. Donc ce qui est intéressant, c'est de faire le bilan de toutes les réactions nucléaires qui se sont produites au bout, disons, de 3 minutes après le Big Bang. Eh bien, après 3 minutes après le Big Bang, on trouve dans l'univers des noyaux d'hydrogène, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des protons libres. On trouve aussi du deutérium, donc cet assemblage constitué d'un proton unique et d'un neutron unique. On trouve de l'hélium, donc 2 protons avec 1 ou 2 neutrons supplémentaires. On parlera donc d'hélium 3 ou d'hélium 4. On trouve également des traces de lithium 7 et de beryllium 7. Le lithium 7 est formé de 3 protons et 4 neutrons. Le beryllium 7 est formé de 4 protons et de 3 neutrons. Donc au total, ils ont le même nombre de nucléons, mais ne correspondent pas au même élément chimique puisque leur nombre de protons est différent. 3 pour le lithium, 4 pour le beryllium. Mais on ne trouve dans cet univers aucune trace de carbone, aucune trace d'oxygène, aucune trace d'éléments lourds en général. Et on se demande comment ces éléments qui sont constitutifs de la matière d'aujourd'hui ont pu se former. En fait, au bout de 3 minutes, l'univers s'était tellement dilué par l'effet de l'expansion que les collisions entre noyaux et puis protons et neutrons étaient devenues trop rares pour que des éléments plus lourds aient pu se former. Et donc, la nucléosynthèse s'arrête. C'est-à-dire que l'usine nucléaire qui était l'univers à son début tombe en panne. Et si les choses étaient restées en l'état, eh bien, la matière telle que nous la connaissons aujourd'hui ne serait jamais apparue. En fait, pour faire apparaître les éléments lourds, l'univers va employer les gros moyens. C'est-à-dire qu'il va mettre en route les étoiles. Mais pour ça, il va avoir besoin de beaucoup de temps. Il faut donc laisser s'écouler 3 milliards d'années. Ennuyeux à mourir d'un certain point de vue, puisque pendant cette période, la nucléosynthèse est bloquée, aucun nouveau noyau ne se forme. Simplement, il s'est produit un événement capital. C'est-à-dire que la gravitation, cette force qui ne joue pas au niveau des noyaux, mais qui joue partout ailleurs, a fait germer des semences de galaxies. C'est-à-dire qu'il y a de grands nuages gazeux d'hydrogène et d'hélium, des milliards de fois plus massifs que le Soleil, donc c'est des masses gigantesques, qui s'effondrent sous l'effet de leur propre poids, se fractionnent en des centaines de milliards de petits nuages gazeux, dont la masse est comprise entre 1/10 de la masse du Soleil et puis 100 fois la masse du Soleil. Donc ces nuages se condensent sous l'effet de la gravité. Comme il y a condensation, la température augmente. Et puis elle finit par atteindre un niveau tel que les réactions de fusion nucléaire vont pouvoir s'enclencher. C'est-à-dire que c'est la formation des étoiles. Au cœur de ces étoiles, l'agitation est extrême. Il y a des collisions terribles qui se produisent entre les noyaux d'hydrogène qui sont là, les noyaux d'hélium éventuellement, et on va donc entamer des réactions de fusion nucléaire. Qu'est-ce que la fusion nucléaire ? C'est lorsque 2 noyaux s'entrechoquent et ont suffisamment d'énergie pour franchir ce qu'on appelle la barrière colombienne. La barrière colombienne, c'est la barrière qui vient du fait que les noyaux ont toujours une charge positive finalement, puisqu'ils sont constitués de protons et de neutrons. Les neutrons n'ont pas de charge, les protons en ont une. Donc un noyau a toujours une charge positive, et quand il rencontre un autre noyau, il y a toujours une force électrique qui a tendance à les repousser. Donc spontanément, des noyaux n'ont pas du tout envie de fusionner, ils ont plutôt tendance à se fuir les uns les autres. Mais s'ils ont beaucoup d'énergie, alors ils peuvent dépasser cette répulsion, et à ce moment-là, c'est l'interaction nucléaire forte qui prend le relais et qui va les agglomérer les uns aux autres. Ce qu'on appelle la fusion nucléaire, c'est quand 2 noyaux entrent en collision avec suffisamment d'énergie pour fusionner, c'est-à-dire faire un noyau plus lourd. Et ces réactions de fusion, lorsqu'elles concernent des éléments très légers comme l'hydrogène ou le deutérium, libère de l'énergie. Donc une étoile, c'est quelque chose au sein duquel des réactions de fusion se produisent, donc à partir de l'hydrogène, et vont fabriquer des éléments plus lourds, parce que la fusion fabrique toujours des éléments plus lourds, avec dégagement d'énergie. Et cette énergie va créer, qui s'exprime sous forme de rayonnement, créer une pression qui va contrebalancer l'effet de la gravité qui, lui, au contraire, a tendance à écraser l'étoile sur elle-même. Donc une étoile, c'est une structure qui est en équilibre entre, d'une part, la pression qu'impose la force de gravité,
qui a tendance à recroqueviller l'étoile sur elle-même, et d'autre part le rayonnement qui est émis par le biais des réactions de fusion nucléaire, qui a tendance au contraire à créer une pression qui s'oppose aux effets de la gravité. Donc dans une étoile normale, dans son régime normal, ces deux forces, la gravitation et puis la pression qui vient des forces nucléaires, se compensent de sorte que l'étoile est une structure stable.